Un otaku, c'est le terme japonais pour désigner le fan, le grand fan. En fait, otaku, c'est surtout pour désigner celui qui ne se consacre qu'à sa passion. Ah, Yanami. Oh, le bouquin ne tient pas du tout. Oh, maintenant. Oui, ça y est. Il y a des dessins animés pour enfants, il y a des dessins animés pour adolescents, il y a des dessins animés pour adultes, il y a des dessins animés pour jeunes mamans, ou pour mamans tout court, il y a des dessins animés pour personnes âgées, il y a des dessins animés pour les gays aussi, il y a des dessins animés pour les businessmen. 1978. En France, comme chaque soir depuis 15 ans, et presque sans interruption, Nounours s'adresse aux enfants pour leur signifier qu'il est temps d'aller dormir. D'autant plus que le JT va bientôt commencer et que ces cohortes de chefs d'État et de conflits ne sont pas un spectacle pour leurs yeux innocents. Nounours, au service des parents, règne en maître, seul ou presque, sur l'imaginaire télévisuel des petits Français. Tout semble ne jamais devoir changer, là comme ailleurs, en Europe. Mais d'ici l'automne, tout aura basculé. Pendant les 20 prochaines années, venus de l'autre bout du monde, robots géants et orphelins aux grands yeux déferleront en masse sur le petit écran, alimentant l'inconscient de toute une génération qui grandira alors avec les mêmes références que les jeunes japonais. Comment tout cela a-t-il commencé? Pourquoi une telle fascination des enfants et une telle inquiétude des adultes? S'agissait-il, comme certains l'ont pensé, d'une invasion planifiée? Et pourquoi, malgré leur succès, ces animés ont-ils brutalement et presque totalement disparu des chaînes de télévision? Préparez-vous à remonter le temps pour parcourir 2 décennies d'une histoire des plus animées, celle d'une invasion pacifique. C'est la seule vérité. Les dessins animés japonais sont arrivés en Europe à la fin des années 70. Mais comment expliquer qu'ils soient parvenus sur le vieux continent en passant par la France? Pour le savoir, il faut se tourner vers le milieu des années 70. En France, comme dans le reste de l'Europe, Programme Jeunesse rimait avec Nounours, Saturnin et autres Casimir. Mais en 1978, tout bascule avec l'irruption d'un robot géant luttant pour la survie de la race humaine. Tout débute avec un homme, Bruno René Huchez, cadre dans l'industrie pétrolière et employé chez Marubeni France, énorme entreprise, derrière Mitsubishi notamment, qui se voit confier une mission, trouver des produits français capables de plaire aux Japonais et éventuellement l'inverse. C'est alors qu'une rencontre imprévue se produit. Notre compatriote est au Japon, dans sa chambre d'hôtel, il regarde la télévision et zappe en permanence. Soudain, un dessin animé. C'est très plaisant, ça bouge beaucoup, ça pourrait être bon pour le marché européen. Il se renseigne et apprend que c'est la société Toei Animation qui détient les droits. Il les rencontre, mais les gens de la Toei pensent que les Occidentaux n'y comprendraient rien et que ça ne leur plairait pas. Les Japonais évaluaient alors les ventes en nombre de postes de télévision, et la France, avec ses 50 millions d'habitants et son unique chaîne, ne pesait pas grand-chose pour eux. En comparaison, au Japon, la télévision est privée dès le début. Les chaînes nippones sont déjà en concurrence, et avec une population de 100 millions d'habitants, le marché est important. Osamu Tezuka, l'auteur de manga le plus remarqué d'après-guerre, adapte en 1966 pour Fuji TV son Tetsuwan Atomu, ou Astro le petit robot chez nous. Ce héros du futur qui nous fait vivre de vraies aventures. Le succès est tel que les autres chaînes en demandent et la machine est enclenchée. Tout cela est fait au Japon,
pour des Japonais. Contrairement aux idées reçues, ces produits-là n'étaient pas du tout faits pour l'exportation, bien au contraire. Je m'appelle Nathalie, sauvez-moi. Toi, tu t'appelles Nathalie avec des yeux bridés et ta face de citron. Tais-toi, idiot, c'est charmitant, mais elle s'appelle Nathalie, c'est pour l'exportation en France. Pour Huchez, toute la question est alors de montrer en quoi le marché français est digne d'intérêt. Coup de chance, il va trouver le moyen de faire battre le cœur des Nippons grâce à un bon produit français à leur vendre. Un jour, alors que Monsieur Kano, le président de la société, doit s'occuper de ses enfants pendant la soirée, il demande à Huchez de leur projeter des dessins animés. Dès le générique de Getter Robo, la marmaille déchaînée s'arrête immédiatement dans un silence quasi religieux. Huchez en profite alors pour aller dans la pièce d'à côté pour regarder un match du 15 de France. Tandis qu'il hurle en bon supporter, les enfants débarquent dans la pièce et c'est rapidement une dizaine de gamins qui hurlent avec lui. Le grand patron de Marubeni arrive, étonné, et commence à lui poser des questions sur ce sport. On a le droit de se taper dessus? Pourquoi ne joue-t-il pas qu'avec les pieds? Il est fasciné par la gueule de Spanghero et les gros plans de Doga, monstre de muscles. Il aime l'idée de deux nations qui s'affrontent en choisissant 15 champions. Ils se retrouvent après le match pour fêter ça dans un club à l'ambiance chaude, et après quelques mêlées et avoir pas mal bu, ils finissent ivres-morts, mais un lien personnel s'est ainsi formé. Les Japonais font alors confiance à Huchez, mais il faut maintenant faire rentrer Goldorak, Candy et les autres en Europe, à commencer par la France. Notre Français finit par obtenir un rendez-vous avec l'épouse du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport de l'époque, face à qui il essuiera un échec. Mais la télévision se développait en France et la deuxième chaîne était en train de créer son unité jeunesse. Quelque temps plus tard, il eut rendez-vous avec le nouveau responsable jeunesse qui visionna tous les produits ramenés de Tokyo par Huchez et promit de signer un bon d'achat. Huchez avait finalement réussi à imposer Goldorak sur Antenne 2. Notre Français culotté avait donc réussi à briser une première barrière culturelle. Cocorico alors? Eh bien, pas vraiment, car si la France a bel et bien importé Goldorak et ses copains, ces animés n'avaient pas encore été diffusés. Et pour la première diffusion, la France sera alors battue de quelques mois par un autre pays. L'invasion va ainsi frapper bien plus fort ailleurs. Où ça? Vous le découvrirez dans le prochain épisode. Et si vous qui regardez cette vidéo, vous avez des cheveux gris, vous étiez probablement devant votre télé à cette époque. Racontez-nous alors en commentaire vos souvenirs de ces années-là. Et si au contraire vous êtes trop jeune, allez demander à vos parents et dites-nous tout en commentaire.